Donc Montpellier qui a perdu Michel Derzakarian après la défaite 5-0 dimanche soir face à l'Olympique de Marseille après la 8e journée de Ligue 1. Et je me suis dit, bah, c'est l'occasion de faire le bilan peut-être de Michel Derzakarian à Montpellier. Alors, le dernier bilan de Darzac à Montpellier, puisqu'il y en a eu d'autres avant, mais je ne suis pas remonté sur les années précédentes. Et j'ai trouvé ça intéressant, donc je vais vous montrer. Donc, d'abord le bilan via Transfer Market. Bon, là, ça, tout le monde peut y accéder. 61 matchs avec Montpellier, 1,34 points par match. C'est moins bien que lors de son précédent passage, comme vous pouvez le voir ici, entre 2017 et 2021. C'est un de ses plus mauvais bilans, c'est son deuxième plus mauvais bilan après le bilan au Stade Brestois à 1,18. Donc voilà, bon, ça c'est des petites infos que tout le monde peut glaner à gauche à droite. Donc c'est pas forcément très intéressant. Mais je me suis dit, tiens, je vais pousser un petit peu. Et on va aller voir, on va aller prendre, je vais aller dans mon tableau. Alors ceux qui étaient là lors du dernier débrief Ligue 1, ils ont vu ce type de tableau là. C'est les tableaux que j'ai pour différents usages. Et en fait là, ça c'est le début de saison de Montpellier. Alors je rappelle, là c'est les résultats. But pour, but contre. Expected goals pour, expected goals contre. Grosse occasion pour, grosse occasion ratée. Grosse occasion contre, grosse occasion ratée par les adversaires. Est-ce que Montpellier a ouvert le score ou pas? Voilà ce qu'il y a dans ce tableau-là. Et en fait, je me suis dit, bah, ce qui est intéressant quand on a des coachs et des fins d'histoire de coach, c'est de voir, je ne sais pas si vous savez, mais vous avez sans doute vu passer sur Twitter, enfin sur Twitter, un peu partout, c'est les moyennes glissantes. Vous voyez les moyennes glissantes, les résultats des clubs sur la durée. Et vous voyez la moyenne glissante des expected goals ou des buts marqués, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et je me suis dit, bah, je vais le faire pour Montpellier, et je vais le faire pour Derzac à Montpellier. Donc, je suis remonté en arrière jusqu'à l'arrivée de Derzac. C'était la 23e journée, non pas de la saison dernière, mais la saison d'avant. Il avait rejoint Montpellier, c'était un jour où il affrontait justement son ancienne équipe, puisque c'était face à Brest, son premier match. Et une victoire 3-0. Et vous voyez, en XG, ça s'est bien passé. Et donc ça, tout ça, ce sont les résultats de Montpellier sous Derzakarian. Donc vous avez la fin de la saison 2022-2023, l'intégralité de la saison 2023-2024, et le début donc de la saison 2024-2025. Et vous allez me dire, mais Florent, mais c'est pas un graphique. Non, en effet, c'est pas un graphique. Les graphiques, on va aller les voir. On glisse doucement vers la droite. Et les graphiques, ils sont là. Alors, les graphiques, ils sont là. Alors, vous m'en voudrez pas, j'ai pas encore mis les abscisses et les ordonnées, mais je vais vous l'expliquer. Même si je pense, à votre avis, ils montrent quoi les graphiques? Est-ce que vous êtes capable de me donner la réponse? Qu'est-ce que c'est dans ce premier graphique-là? Qu'est-ce que c'est le bleu et qu'est-ce que c'est le rouge? Rouge, XG contre, c'est ça, fanfreluche. Et on note que ça s'est un petit peu énervé sur la fin de saison, sur le début de saison. Les XG pour en bleu, les XG contre en rouge. Et ce qui est marquant, ce que je voulais dire sur ça, c'était oui, bon bah, il faut pas être grand clair pour se dire qu'il y a un problème qui commence ici et qui n'a pas du tout été réglé et qui ne semblait pas parti pour l'être. C'était le moment de faire quelque chose, je pense, quoi qu'il arrive. Maintenant, à voir ce qu'ils vont faire après. Et le tableau du bas, il est intéressant aussi parce que le tableau du bas, à votre avis, qu'est-ce que c'est? Vous voyez que là, on n'est pas sur... on part pas de 0 pour aller à 3. On démarre de 0 et on oscille entre 0,1, moins 2, etc. À votre avis, qu'est-ce que c'est? Ce tableau du bas, c'est la différence des expected goals et la différence de buts. À chaque fois, d'ailleurs, je précise, ces graphiques-là, c'est une moyenne glissante sur 9 matchs. Donc ça veut dire que pour un match X, je vais prendre les 4 matchs avant et les 4 matchs après pour calculer la moyenne. Donc la moyenne des expected goals, la moyenne des buts marqués, des XG contre, des buts encaissés, et de la différence XG pour, XG contre, et but pour, but contre. Voilà. Et en fait, là, c'est la différence. En bleu, vous avez la différence des expected goals. Ok. Et en rouge, vous avez la différence de buts.
Qu'est-ce que ça permet de voir? Ça permet de détecter les surperformances. Si le rouge est au-dessus du bleu, ça veut dire que votre différence de but est supérieure à votre différence d'expected goals. Donc, vous avez eu de la réussite, vous avez surperformé, vous avez été efficace à la finition, ou votre gardien a été efficace, et ainsi de suite. Voilà. Et du coup, ça permet de voir si y a des moments de surperformance, de sous-performance. Est-ce que c'est lié aussi ou pas avec les XG ou pas? Et on notera, ce qui est intéressant de noter sur cette séquence, c'est que la période de Derzac à Montpellier, elle a commencé par une période de surperformance à la finition. Et on peut la détecter facilement. Hein. Vous voyez là, la bonne série de Montpellier, là, quand il arrive. Et là, alors, même si ça gagnait assez souvent au XG, vous voyez, sur ce début, c'était plutôt pas mal. Mais il y a quand même eu une surperformance à la finition. Vous voyez, par exemple, là, vous mettez un 5-0 quand vous êtes à 3 XG. Il y a eu une petite surperf qui a un petit peu accompagné l'arrivée de Derzac. Et en revanche, après, vous voyez, une petite sous-performance ici, mais c'est moins flagrant que cet écart-là. Voilà, ça c'est la première chose à noter. Et en revanche, ce qu'on note aussi, c'est qu'à la fin, c'est pas du tout un problème de réussite qui explique. C'est pas le raté d'Accord Adams contre Marseille qui condamne Derzakarian. Voilà. Là, par exemple, si on avait eu une fin où le bleu aurait été en positif pendant que le rouge plonge, là on se serait dit il y aurait un souci. Mais là en effet, oui, le problème c'est défensivement, et là on va le voir, on va revenir sur le tableau principal. Et quand vous arrivez à la fin, c'est quand même compliqué, c'est-à-dire que le dernier match, avant le match face à la JOCR remporté 3-2, je vous rappelle que selon mon barème, je considère un match gagné aux expected goals si votre XG est supérieur de 0,5 à l'adversaire. Et en fait, le seul match remporté aux XG par Montpellier cette année, c'était donc face à la JOCR, 2,04 à 1,27. Mais surtout, si vous remontez, il faut remonter jusqu'à la 28e journée. Et une victoire 2-0, je ne sais plus contre qui, là je crois qu'ils battent Le Havre. En gros, c'était le dernier coup de collier, vous voyez, pour assurer le maintien. C'était à ce moment-là. Et derrière, vous avez quand même une série de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 matchs et même 14 matchs où vous en perdez 10 au XG, vous faites 3 nuls au XG et vous gagnez un seul match au XG. Et en effet, comme tu le dis, Fanfreluche, quand vous prenez ensuite les XG concédés sur cette série-là, par exemple, là, 34e journée, c'était face à Lens. Ils font 2-2 à Lens, ils prennent 5 XG dans la gueule. Je me demande si quelqu'un a fait 5 XG sur la saison d'avant, à part le Racing Club de Lens. J'ai des doutes. Et là, vous voyez, les derniers matchs, c'était plus tenable. Vous en prenez 3 contre Monaco, 3 contre Reims, 3 contre Marseille à nouveau. Vous en avez pris quasiment 4 contre le PSG. Finalement, il n'y a que Strasbourg qui n'avait pas réussi à trop en infliger. Mais oui, là, il fallait vraiment faire quelque chose, et cette fin de diagramme le montre. C'est que il fallait tourner la page d'une manière ou d'une autre. Et bon, ça a été fait. On va voir qui va arriver pour remplacer ce cher Michel Derzakarian. Mais là, il fallait faire quelque chose. Et ce graphique-là suffit à le prouver. Ce qui peut se poser comme question, c'est est-ce que la page aurait dû être tournée pendant l'été? La question peut se poser parce que, en fait, quand on voit un graphique comme ça, on peut se demander, est-ce qu'il n'y a pas une lassitude chez les joueurs? Si, ouais, vous faites une saison, vous n'avez même pas eu un moment dans la saison hyper positif ou hyper négatif, vous avez traversé la saison, c'était moyennasse, des fois vous êtes au-dessus, des fois vous êtes en dessous. Et est-ce que ça motive les joueurs de repartir une saison en se disant, bon, bah, on va faire pareil? C'est une question que moi je me suis posée quand j'ai vu ce graphe. Je me suis dit, ouais, est-ce que c'est motivant ou pas de repartir sur une saison en disant, bon, bah, on sait ce qui nous attend, bon, voilà. Le fait est que, bon, bah là, ça a mal démarré, quoi. Ça a plutôt mal démarré. Et puis en plus, il était aussi sous contrat et Montpellier avait peut-être pas forcément les moyens de s'en séparer. Donc là, bon, après la 8e journée, il faut bouger.
Faut changer de coach. Je sais plus, j'ai vu que ça parlait de Jean-Louis Gasset, c'est ça? Attendez, je vais regarder. Alors, Montpellier entraîneur. Montpellier serait intéressé par Jean-Louis Gasset. La Provence. Il n'est pas la seule option, un cas de figure qui collerait. Il y a une place à tatata. C'est le seul nom qui est sorti, Gasset, ou il y en a eu d'autres Ah, Jean-Louis, moi je serais d'accord, oui, il faut le laisser tranquille, mais bon. Après, Montpellier n'est pas forcément un club qui a... Enfin, la direction de Montpellier n'est pas celle qui a le plus d'idées ces derniers temps, en termes de coach, vu les recyclages qu'ils ont pu faire. Bon, à voir, hein. Mais oui, je pense que Gasset mériterait une retraite bien méritée. Après, Gasset, pour sauver une équipe, partir dans un nouveau cycle sauvetage, il l'avait très bien fait à Bordeaux d'ailleurs, dans des conditions très compliquées. Il avait réussi à sauver l'équipe, alors que c'était pas forcément garanti. Elle avait d'ailleurs fini 12ème de manière assez miraculeuse. Il est peut-être capable de le refaire à Montpellier, hein. Alors Roger, à tout moment, ils prennent Duprat. Alors le problème de Duprat, c'est que c'est un peu tôt dans la saison pour le prendre. Duprat, tu le prends quand il y a 5 ou 6 journées à la fin, pour essayer de choper le truc. Donc, je sais pas. Que devient Robert Nouzaret? Robert Nouzaret. 81 ans, putain, je le pensais un peu plus jeune. Mais c'est vrai que ça date un peu, Robert, hein. Robert... Il y a quoi encore comme ancien coach de Montpellier? Après, dans les coachs libres... Attendez, il y a quoi comme coach libre? Alors, non, à chercher, ils vont prendre du français. Ils vont forcément prendre du français, hein. On va pas prendre autre chose. On est à Montpellier. Alors, Rudy Garcia, non. Rudy Garcia, ça va être Rennes. Bruno Chéroux, ah bon. Donc, Jean-Louis Gasset, oui. Jocelyn Gourvenec. Philippe Montagnier, il a coaché Toulouse, c'est pas loin. Je sais pas s'il est resté dans les parages ou s'il a bougé. Philippe Montagnier, ils vont forcément en parler. Forcément, son nom va sortir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Laurent Batles. Après, c'est pas forcément un coach pour un tel projet. Bon, David Guillon, il a déjà essayé de sauver un club et ça n'a pas marché. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Bon, Pascal Duprat, Alain Casanova, Jean-Marc Furlan, Rémi Garde. Je lui donnais pas 58 ans, Rémi Garde, mais ok. Francis Gillot. Et B. Montagnier. Non, il a pas coaché Montpellier, mais je disais, il a coaché Toulouse. C'était pas loin. Par contre, Corentin Martins, il est pas sans club, hein. Il est au... Je crois qu'il est en Algérie, Corentin Martins. Bon, de toute façon, ça court pas les rues, hein, les coachs français. Habib Bey, est-ce qu'il va aller dans ce bourbier? J'en suis vraiment pas sûr, hein. En tout cas, à sa place, j'irai pas. Après, ça peut être l'opportunité pour mettre un premier pied dans un club de Ligue 1. Mais je sais pas si les gens vont se bousculer pour aller à Montpellier, parce que quand tu vois le début de saison, il y a quand même beaucoup de travail sur l'aspect défensif. Mais... T'as énormément de choses à faire. Parce que le truc, c'est que Derzac avait bâti une équipe de contre-attaque. Il avait les joueurs pour. Un bloc solide, en ressort fort sur Altamari ou sur Nordin qui nous amène les ballons jusqu'au bout. Au milieu, on a Savanier qui peut faire des passes en profondeur pour toucher direct à Cor Adams, qui peut tirer les coups de pied arrêtés, qui peut lancer Nordin, qui peut lancer Altamari. Enfin bref, c'était assez simple, voire simpliste, minimaliste on va dire, mais ça pouvait être fonctionnel. Le problème de tout ça, c'est que pour que ce soit fonctionnel, il faut que tu puisses défendre, et il faut que ça défende bien pour que ce soit fonctionnel. Parce qu'une équipe de contre qui défend mal, bah, elle contre jamais en fait. Elle subit, et quand elle récupère, c'est des situations d'urgence, donc elle dégage, et donc elle peut pas repartir de sa base. Et Montpellier, j'ai l'impression depuis le début de la saison que la défense était absolument catastrophique. Les rares fois où je l'ai vu, c'était face à Paris, j'en avais fait une palette sur Barcola. Et puis là, j'ai aperçu, hier le match, je regardais pas attentivement, mais j'en ai aperçu des morceaux. J'ai vu contre Reims aussi. Et surtout, tu voyais pas du tout de progression en fait. Les problèmes vus contre Paris lors de la deuxième journée, ils sont toujours là contre Marseille à la 8ème. Alors les joueurs ont changé un petit peu parce qu'il y a eu des blessés, des absents. Il y avait quand même pas mal d'absents sur le dernier match. Mais le fait que tu vois aucune once de progression sur les 8 journées fait que le licenciement paraît logique. Et que le nouveau coach, je pense que le premier chantier, ça va être de retrouver justement cette solidité défensive.
pour reconstruire quelque chose, parce que tu pourras pas remonter en défendant comme ils ont défendu depuis le début de la saison. Voilà ce que je pouvais dire sur Montpellier.